Je voudrais remercier Norbert Czarny d'avoir accepté l'invitation de l'équipe Texto, donc de venir rencontrer les étudiants à l'Université Sorbonne Paris-Nord. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rencontres avec des écrivains à Paris intramuros. Nous, on constitue le petit village gaulois et villetaneusien qui continue à inviter des écrivains ici à la Chaufferie, à Villetaneuse, et on en est très, très contents. Alors, vous avez été professeur de lettres en collège et à l'université. Vous avez longtemps été critique littéraire pour l'École des lettres et la Quinzaine littéraire. Et vous m'avez expliqué que vous avez récemment mis un terme à votre travail pour la revue en ligne En attendant Nado, où vous avez publié énormément d'articles extrêmement fouillés, détaillés. C'est grâce à vous que j'ai découvert Emmanuel Chaussade, d'ailleurs, que j'avais invité l'année dernière ici en novembre. Et enfin en novembre 2021 maintenant. Non, novembre 2022. Et en janvier 2023, donc il y a juste un an, vous avez publié dans la collection La Rencontre, chez Arléa, Main, fil, ciseaux. Et on se demande déjà s'il ne faut pas lire main, fils, ciseaux. Il y a une ambiguïté très, très troublante. Un récit en éclats sur l'histoire de vos parents. Votre père, né le 18 juin 1925 en Pologne et rescapé des camps, et votre mère, Dora Haber, qui dut devenir Thérèse pendant la guerre, grâce à la protection d'une seconde mère qui lui évita d'être déportée elle aussi. Alors, c'est un texte extrêmement émouvant sur vos parents, sur la façon dont ils ont réparé en n'étant jamais séparés. Il y a tout un jeu entre réparation et séparation, et c'était la seule réparation qu'ils pouvaient obtenir au-delà de tout ce que pouvait faire l'État allemand par ailleurs. Et je voudrais vous demander combien de temps il vous a fallu pour écrire ce livre. Ce n'est pas le premier que vous avez publié, mais avec lui, vous avez, semble-t-il, tenu une promesse. Vous avez accompli l'œuvre que votre mère attendait de vous. Pouvez-vous nous expliquer un peu la genèse de ce récit? À un moment, vous dites qu'un éditeur vous a dit de façon, je trouve, un peu violente, que des récits comme ça, il en recevait 20 par mois et qu'il était hors de question de les publier. Alors comment est-ce qu'on rend un tel récit de l'invivable publiable? Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous d'être là et de venir écouter notre échange. Donc, je vais vous répondre sur l'élaboration de ce récit tout d'abord. Alors, ce récit, je le porte depuis très très longtemps parce que je suis quelqu'un qui est incapable de prendre des notes. Je parle bien sûr comme en écrivant. Dans d'autres situations, oui, je me débrouille à peu près. Mais pour ce qui est d'écrire, j'ai besoin de ruminer. Je pense beaucoup, je réfléchis beaucoup et j'ai besoin d'une très très grande solitude. Donc, en effet, j'ai des fils, j'ai aussi une épouse. Et quand j'ai besoin d'écrire, il faut que je sois absolument seul, mais ça n'arrive pas très très souvent. Donc pour ce livre-là, en fait, j'avais réalisé une première version qui s'appelait Une étoile dans le panier. Parce que, je vous explique le titre, c'est très simple. Pendant la guerre, ma mère, comme tous les enfants juifs et tous les juifs, n'avait pas le droit d'aller au cinéma. Parmi les interdictions qui étaient très nombreuses, il y avait celle d'entrer au cinéma. On n'avait pas le droit d'aller au théâtre, dans les bibliothèques, on n'avait pas le droit d'aller dans les musées, on n'avait pas le droit d'aller au stade, etc., etc. Il y a toute une liste d'ordonnances que je vous passe. Et donc ma mère, quand elle voulait aller au cinéma, elle portait un gilet sur lequel il y avait l'étoile jaune. Et en général, elle mettait son gilet dans un filet ou un panier et elle entrait au cinéma sans trop de problèmes. On est une famille de cinéphiles. Enfin, on a toujours aimé le cinéma populaire, tous les cinémas, ou presque. Et donc, voilà, la première version s'intitulait « Une étoile dans le panier ». Et si je me souviens bien, c'est celle que j'ai soumise à cet éditeur. C'était un texte assez compliqué à lire, au sens où il y avait beaucoup de retours en arrière,
où il y avait pas mal de personnages. Il y avait aussi des anticipations. J'annonçais ce qui se passerait 20 ou 30 pages plus loin. Bref, c'était très, très, très compliqué à lire pour quelqu'un qui ne connaissait pas. Et puis ce manuscrit, il a été refusé par 2 ou 3 éditeurs, à juste titre, dont cet éditeur-là. Et je ne me suis pas senti affecté plus que ça. Je me suis dit, bon, bah, c'est comme ça, c'est la vie d'un livre. Beaucoup de manuscrits sont refusés, et les plus grands manuscrits parfois sont refusés, des auteurs très connus. Et donc, j'ai abandonné, je l'ai laissé dans un tiroir, et puis je suis passé à d'autres choses. J'ai écrit d'autres choses. Quand il y a eu la période du confinement, j'ai écrit un texte qui n'a rien à voir, parce que je suis un passionné de stylo-plume, donc j'écrivais beaucoup avec ça. Donc j'ai écrit une sorte d'autobiographie à travers mes stylo-plumes. Mais c'est pareil, c'est resté dans un tiroir. Et puis, la personne qui a réalisé la couverture de ce livre, Jean-Luc Bertini, est un très grand photographe. Et Jean-Luc Bertini a écrit sur les États-Unis, enfin, il n'a pas écrit, des drôles d'erreurs. Il a pris des photos aux États-Unis, des photos qui me plaisaient beaucoup. Et donc, j'ai écrit 15 nouvelles qui n'ont strictement aucun rapport avec mon existence et qui sont 15 nouvelles exclusivement rapportées par des narratrices et à partir de photos. Et il y en a une qui va paraître bientôt avec une photo de Jean-Luc dans une petite maison d'édition. J'ai oublié le nom sur le moment. Donc voilà. Et puis, quand j'ai écrit ce livre, je crois, quand j'ai écrit la première version, déjà, mon père est tombé malade. Il a eu une sorte d'AVC qui fait que les communications entre le cœur et le cerveau se sont brouillées. Et mon père est tombé dans une sorte de confusion. Alors, il pouvait parler un petit peu, il disait des choses, c'était parfois compréhensible, c'était assez clair. J'en donne 2-3 phrases dans le livre. Il pouvait réagir à certaines situations, mais pas à d'autres. Donc j'ai senti à ce moment-là que mon père et ma mère étaient des gens fragiles, comme toutes les personnes âgées. Elles étaient susceptibles de mourir d'un jour à l'autre. Et j'ai décidé d'écrire ce livre pour leur rendre hommage, si je puis dire. Et à ce moment-là, il s'est passé... à ce moment-là, il y a eu... je crois qu'on était en 2021 ou 2022, je ne me souviens plus exactement. On avait loué une maison à Château-Landon, en Seine-et-Marne. C'était une grande maison parce que ma femme, qui rêve beaucoup, avait dit « il fera beau, j'irai dans le jardin et les enfants viendront ». Nos enfants, ils sont grands et franchement, à 27 ou 28 ans, ils n'avaient pas forcément envie de retrouver leurs parents et de passer des jours. Donc évidemment, nos enfants ne sont pas venus. Et puis il a plu comme c'est pas possible. C'était un mois d'août très pluvieux. Et donc ma femme a dit, bon, bah, si c'est comme ça, je rentre à Paris et je vais aller au cinéma. Je lui ai dit, excellente idée. Très très bien. Donc je me suis retrouvé tout seul à Château-Landon et je me suis mis à écrire ce livre avec un découpage très particulier, c'est-à-dire que je pense que les mots sont porteurs de pas mal d'images, de souvenirs, et ils se font écho. Donc j'ai besoin d'abord de trouver les mots. Et donc ici... dans le désordre, je vous les donne comme ça. Il y a atelier, couleur, réparation, angoisse. Le premier mot qui vient, c'est voix, etc., froid, etc. Alors pourquoi ces mots? Parce que ces mots-là, tout d'un coup, se sont mis à faire réseau, ils se sont mis à avoir du sens. Et j'ai écrit ce texte qui est fragmentaire, volontairement fragmentaire, à l'image de nos mémoires. Je veux dire que vos mémoires, comme la mienne, comme celle de Anne, sont des fragments. Et ces fragments-là s'assemblent et donnent une forme. Parce que ce qui est très très important, c'est d'avoir une forme. Voilà. Et donc, j'ai trouvé la forme. Et voilà. Alors, vous décrivez votre père, je vous cite, comme maître du récit. Vous dites que même, souvent, il racontait l'histoire de votre mère
à sa place. Il parlait à la place de votre mère. C'est pourquoi ces voix sont si importantes. Et évoquant la profession de tailleur de votre père, vous parlez de cousu humain pour décrire sa façon de raconter son histoire, alors que les récits de votre mère sont caractérisés par le décousu, les digressions, les parenthèses, les à-côté. Donc en quoi êtes-vous leur héritier quand vous écrivez et dans la forme que vous donnez à votre livre? Alors, mon père était en effet quelqu'un qui savait très très bien raconter. Quand je dis, vous savez, très bien raconter, ça veut dire très bien ménager le suspense et puis trouver le ton juste. Donc le premier ingrédient, c'est, si je puis dire, le suspense. Et le deuxième, c'est le ton. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était capable, enfin qui était toujours dans l'ironie. C'est quelqu'un qui parlait au deuxième degré, presque tout le temps. Et donc, il fallait jamais prendre à la lettre ce qu'il disait. Et ça, c'est une valeur pour moi essentielle. C'est-à-dire que j'aime beaucoup l'ironie, j'aime l'humour en général, surtout quand il ne se moque pas des gens. C'est-à-dire que je n'aime pas qu'on soit dans le sarcasme ou dans la caricature, j'aime bien, mais vous voyez, se moquer des gens, non. Enfin, il faut être très très fort pour ça. Mais passons, c'est pas tout à fait le sujet. Donc mon père était quelqu'un qui savait très très bien raconter. Pourquoi je vous dis le suspense? C'est parce que, je le dis dans le livre, un jour il nous a raconté, nous, il faut que je précise, c'était un de mes anciens élèves et moi. Il était 11h du soir et mon père n'était pas du tout un couche-tard. Mon père se couchait en général vers 9h30, 10h. Et il se levait très très tôt. Mais là, bizarrement, il était 11h du soir, il était là, et Mathias, cet ancien élève, qui était adulte à l'époque, et moi, on était assis dans le fauteuil, quand tout à coup, mon père nous a dit, à Auschwitz, c'était le paradis. Alors, quand on a entendu cette phrase-là, on a sursauté, on a fait un bond, et en fait, il nous a expliqué par la suite, c'est-à-dire que lui, il s'est trouvé dans le camp d'Auschwitz-Birkenau, jusqu'au mois de, je crois, novembre, mais surtout pendant l'été. Et donc il faisait chaud. Et parce que c'est une plaine, c'est une région, c'est une grande plaine continentale. Quand il fait chaud, il fait très chaud. Quand il fait froid, il fait très froid. C'est la même chose à Berlin, c'est la même chose dans un certain nombre de zones d'Europe centrale. Il n'y avait pas de montagne. Et ensuite, il a été emmené de ce camp d'Auschwitz vers celui de Dachau, je prononce à la française, Dachau, qui est en Bavière, où il faisait moins 30, moins 40. Et il portait des hardes, des vêtements complètement en lambeaux, enfin vêtements c'est un grand mot, il portait des chaussures qui tenaient à peu près la route, qu'un capot lui a prise dès qu'il est arrivé à Dachau. Et la première personne qu'il a vue à Dachau, c'est quelqu'un qui s'était pendu dans le baraquement dans lequel il allait se retrouver, qui était un baraquement souterrain, puisqu'il avait servi à l'armée de l'air allemande. Et donc, il est arrivé par, je ne sais pas si c'était moins 20, moins 30, moins 40, on ne va pas jouer là-dessus. Mais vous voyez, mon père, quand il racontait, avait l'art de tenir un récit. Et comment je connais ces récits? Évidemment, je les ai entendus, mais aussi, il a enregistré des cassettes. Et puis, il a aussi enregistré un film pour la Fondation Spielberg. Donc, c'était quelqu'un qui savait très, très bien raconter et qui trouvait assez facilement ses mots. Donc, ça, c'est la première trame. Le sens de la construction et l'ironie. Parce que dans d'autres situations, là, pas celle-là, mais dans d'autres situations, il était capable d'être très, très, très drôle. Et puis, il savait raconter des blagues aussi. Quant à ma mère, c'est quelqu'un qui vous racontait une histoire, ou maintenant, malheureusement, elle parle beaucoup moins, parce qu'elle est aussi atteinte d'une forme de démence, sans gravité, mais c'est comme ça que ça s'appelle scientifiquement. Et donc, elle ne parle plus beaucoup. Mais ma mère, quand elle racontait, entrait tout le temps dans des digressions. Donc, vous voyez arriver un personnage, vous ne compreniez pas qui c'était, pourquoi. Il y avait il, elle, eux. On ne savait pas de qui exactement elle parlait, quel était le sujet ou le nom qui précédait. Et puis, elle avait une manière assez drôle de raconter, c'est-à-dire qu'elle vous racontait quelque chose, et puis tout d'un coup, elle disait « Ah, je ne t'ai pas raconté ». Et là,
elle disait quelque chose qui était fondamental, qui était très très intéressant, qui était même qui était une surprise et que j'aimais beaucoup parce que c'était justement ça qui donnait tout le sel de l'histoire, si j'ose dire. Donc elle était, quand elle racontait, puisqu'encore une fois maintenant elle a perdu un peu de sa mémoire, c'était toujours un plaisir, mais il fallait accepter la digression. Et ça me correspond aussi parce que, pour différentes raisons, parce que je considère que les digressions, ça fait partie du récit. C'est-à-dire que quand vous racontez une histoire, le fait de digresser, ben, ce n'est pas forcément une erreur, c'est-à-dire c'est une manière d'ouvrir d'autres chemins. Et moi-même, il m'arrive, comme ça, ma femme me reprend, elle dit « Mais c'est qui, là? De qui tu parles ?» Et il m'arrive très fréquemment, comme ça, de faire des digressions, et elle se perd dans mes récits, parce qu'elle est très, très rationnelle. Donc mes digressions, ça l'épuise, si je puis dire. Donc je suis un petit peu entre les deux. Et si je devais faire une remarque sur ma première version, c'était trop digressif. C'est-à-dire que c'était incompréhensible pour quiconque, à cause de ça, parce qu'il fallait retrouver... Ah oui, mais là, il en a parlé, mais quand est-ce que c'était ça? Bon, voilà, il fallait simplifier. Alors, vous écrivez, page 47, « Les souvenirs aussi s'obstinent. Ils attendent de trouver forme. J'ai longtemps cherché, hésité, j'ai failli abandonner. Comment raconter la vie de mes deux fragiles silhouettes, lui parti, elle bien présente, revenue à une sorte d'enfance parfois butée, quelquefois malicieuse. » Fin de citation. Donc, comment avez-vous trouvé la forme de votre livre? Annie Ernaux parle dans Mémoire de fille, explique dans Mémoire de fille, un de ses plus récents livres, qu'il faut en passer par ce qu'elle appelle la douleur de la forme et ne pas donner simplement libre cours à la mémoire. Êtes-vous d'accord avec elle sur ce point, de la douleur de la forme et qui ne suivrait pas simplement l'ordre, les flux et reflux de la mémoire? Oui, je ne sais pas si j'emploierais le mot de douleur parce que Annie Ernaux, que j'admire immensément, sur qui j'ai un peu écrit, Annie Ernaux, le mot de douleur me rappelle aussi Flaubert, que j'aime aussi. Le problème, c'est que c'est quand même... C'est des termes un peu forts. Et pour moi, le plaisir, la joie compte avant tout. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai écrit, au moment où j'ai trouvé cette forme, j'étais heureux. Et donc, tous les jours, pour vous donner un peu le rituel, à Château-Landon, que je continue de bénir, à Château-Landon, donc tous les jours, je faisais un tour en écoutant de la musique parce que j'aime beaucoup toutes les musiques ou presque. Je crois qu'à part 2-3 exceptions, je peux écouter presque tout. J'écoutais de la musique sur le chemin et puis les idées me venaient. Et quand je rentrais, je me mettais à la table et moi j'écris toujours à la main d'abord. J'écrivais à la main et le texte venait assez facilement. Bon, après, il y a tout un travail, hein, je ne veux pas dire que ça se résume à ça. Donc j'écrivais le texte et la forme me convenait, c'est-à-dire que c'était celle-là et pas une autre. Et ça, c'est très important. Je pense que quand je pense à Annie Ernaux, par exemple, c'est vrai que celle des années, celle de Mémoire de fille ou celle de ses premiers récits sont à peu près voisines, mais il y a des différences aussi. Je n'ai pas regardé ça dans le détail. Mais ce que je veux dire, c'est que le fragment me correspondait. Après, il y a tout un travail de construction, parce que vous savez, j'ai écrit à la main, ok, d'accord. Après, je tapais à l'ordinateur, et puis les vacances n'ont qu'un temps, je suis rentré chez moi, et j'ai fini le livre, le texte complet, le manuscrit, en finissant de le taper aussi à l'ordinateur chez moi. Et après, je crois que je l'ai fait lire à un de mes meilleurs amis, qui est traducteur pour la Commission européenne. Il traduit du letton au français. Et il est aussi traducteur de littérature lettonne. Donc il a un regard très acéré sur la langue. Et j'avais besoin de lui
pas seulement pour des questions de langue, mais aussi pour des questions de ce qui s'écrit et de ce qui ne s'écrit pas. Donc là, c'est très compliqué, parce que, je vais vous donner des exemples concrets, parce que sinon ça ne vous dit rien. Mon père, bon, comme Anne vous l'a dit, mon père a connu la guerre dès le 1er septembre 1939, c'est-à-dire que quand il avait 14 ans, donc les nazis, je préfère ce mot-là au mot allemand, les nazis sont entrés en Pologne et ils ont immédiatement exécuté un certain nombre de membres de sa famille. Lui vivait donc à la frontière avec l'Allemagne. Ils ont exécuté certains de ses cousins. Et j'écrivais une scène, je disais, voilà, et tout à coup, le mur était rouge de sang, quelque chose comme ça. J'ai oublié exactement la phrase. Et Nicolas m'a repris sur le manuscrit, mais est-ce que tu es sûr de pouvoir écrire ça? Et il m'a rappelé quelque chose de très précis. C'est un article qui avait été écrit par un grand cinéaste qui s'appelle Jacques Rivette. Cet article s'appelle « Le travelling est une question de morale ». C'est-à-dire que quand vous faites un film, alors c'était un film d'un metteur en scène italien qui s'appelle Gilles Pontecorvo, et ce Gilles Pontecorvo avait filmé une femme qui se jetait sur les barbelés dans un camp de concentration. Et on la voyait. Et Rivette expliquait qu'on ne peut pas tout montrer. On ne peut pas montrer ce genre de scène parce que ça réveille quelque chose chez le spectateur qui peut être, pour le dire pudiquement, de mauvais goût. Et vous êtes soumis à ça. Je veux dire par là que vous êtes soumis à des flots, des flux d'images de toutes sortes, dont certaines sont fortement agressives, très violentes, et je ne vais pas dire inexplicables, mais par rapport auxquelles vous êtes amené à prendre de la distance. Je dis vous, moi aussi, bien évidemment. Mais moi, je m'en préserve. Je dois dire que je ne regarde pas beaucoup d'images. Je vais au cinéma, mais je ne vais pas voir tout et n'importe quoi. Et je ne regarde pas forcément tout ce qui passe à la télévision. De toute façon, je regarde très peu la télé. Mais pour vous dire, vous voyez, il y a des images, il y a des choses qu'on ne peut pas écrire. Parce que ça peut être faux, ça peut être aussi facile, ça peut être, employons le mot, démagogique, parce que c'est une manière de susciter la pitié. Or, c'est le dernier sentiment que j'ai envie de susciter chez les gens. J'aime pas qu'on s'apitoie, je n'aime pas qu'on prenne des poses de victime. Je pense qu'il faut se battre pour la dignité tout le temps. Et donc, il y a des choses qu'on ne peut pas écrire, qu'on ne doit pas écrire. Donc, pour vous expliquer le processus, donc Nicolas m'a relu avec une extrême attention. Et puis ensuite, à un moment, je me suis dit, bon, bah, maintenant, il est temps peut-être de l'apporter à une éditrice. Ça m'a pris quelques mois avant de me décider parce que j'avais peur d'être rejeté. Et puis, la première maison d'édition chez laquelle je suis allé, c'est Arléa. Et c'est là que je voulais être édité, et c'est là que j'ai été édité. Et il y a d'autres éditeurs qui m'ont envoyé des lettres de refus, mais très aimables et très argumentées. Alors il est vrai que comme je travaillais En attendant Nado, que j'avais travaillé pour la Quinzaine, j'étais pas un parfait inconnu. Mais je n'ai bénéficié d'aucun traitement de faveur. La preuve en est que Anne m'a dit, après, elle m'a dit, je vous connaissais comme critique, mais je n'étais pas sûr que vous puissiez être un auteur. Et elle s'est rendue compte du contraire, que je pouvais être les deux. Ce qui est très différent. Hein. J'aurais une question justement sur ce rapport entre le professeur, l'auteur, le critique, pour la fin de la discussion. Vous expliquez que votre père ne vous a rien transmis de ces techniques de tailleur et ne vous a pas appris à coudre. Vous semblez pourtant exercer le même travail que lui, de façon littéraire, en découpant des morceaux de mémoire que vous assemblez avec les fils de l'écriture pour en faire une œuvre. Vous ne respectez pas l'ordre de la chronologie qui semblerait pourtant s'imposer dans un récit. Était-ce la condition nécessaire pour, je cite, ne pas manquer le rendez-vous avec mes fantômes, comme vous l'écrivez, page 18 ? Oui, alors... Mes parents étaient donc, enfin, entre autres métiers, ils ont exercé celui de tailleur. Mon père fabriquait des vêtements en série,
pour les grossistes qu'on trouvait à l'époque dans le sentier, c'est-à-dire rue Saint-Denis, rue du Caire, rue d'Aboukir, etc., etc. À peu près, pour vous situer les choses, au métro Strasbourg-Saint-Denis. Il y a toujours le sentier, ça existe toujours, mais c'est une activité plus marginale maintenant. Il y a beaucoup plus de grossistes, je crois, à Aubervilliers. Donc mon père travaillait pour ces gens-là et il fabriquait des jupes en série, des robes en série, des manteaux en série. Il assemblait les pièces dans son atelier. Et nous habitions à Vincennes. Et donc, je le regardais parfois faire, mais lui-même ne me laissait pas tenir l'aiguille, le fil, ce qui est très embêtant parce que je ne sais pas faire un ourlet, je sais recoudre un bouton, n'exagérons pas, mais enfin, je ne suis pas un grand spécialiste, même pour recoudre un bouton, ce n'est pas formidable, mais je sais. Mais il y a beaucoup de choses comme ça qui ont à voir avec son métier que je ne connais pas, parce qu'il ne voulait pas que j'exerce le même métier que lui. Il y avait une sorte d'inquiétude à cette idée-là. Alors, je suis allé à l'école, collège, etc. J'ai fait des études qui, sans être brillantes, ont été tout à fait convenables. Et puis après, je suis devenu professeur de lettres en collège et un petit peu formateur à Nanterre. Et il est vrai qu'il y a quelque chose qui s'apparente à cela, c'est-à-dire que quand j'écris, j'assemble des pièces disparates. C'est-à-dire que quand encore une fois, quand vous travaillez sur cette matière, sur ce tissu qu'est une existence, vous avez des petits morceaux qui s'assemblent. Et ça correspond à mon mode de pensée. C'est-à-dire que moi, je fonctionne beaucoup par coq à l'âne. C'est-à-dire j'ai toujours des associations d'idées. Et vous voyez, là, j'ai rien commencé à proprement parler. Je rêvais d'écrire un livre sur Modiano, mais pas un essai littéraire, une sorte de rêverie sur Patrick Modiano. Je ne peux pas le faire pour une raison très simple, c'est qu'il faut que j'ai son autorisation et il ne m'a pas répondu. Donc, je n'ai pas d'autorisation. Je préfère m'abstenir parce que quand on cite un auteur, et si j'avais écrit ce livre, j'aurais mis des tas de citations de Modiano dans le livre, toutes les citations sont payantes. Donc, mon éditrice se serait ruinée pour un livre qui serait peut-être vendu à 40 exemplaires. Donc, ça fait un peu beaucoup. Bref, il y a quelque chose dont je voulais vous parler, c'est ce qu'on appelle le PILI. P-I-L-I, c'est le plan interactif. J'oublie toujours le sens des deux autres initiales. C'est une sorte de tableau qu'on trouvait dans les stations de métro. Et par exemple, vous dites, voilà, je veux aller de Porte d'Aubervilliers à Charenton-le-Pont. Donc, vous vous trouviez à Porte d'Aubervilliers, vous vouliez aller à Charenton-le-Pont, vous appuyez sur le bouton Charenton-le-Pont et vous aviez tout le circuit qui était fait. Ce PILI, vous pouvez le voir dans une très belle exposition actuellement à la Cité de l'Architecture qui est consacrée au Grand Paris et aux lignes du Grand Paris. Donc c'est une très belle exposition parce qu'on voit les futures gares qui vont exister un peu partout, ici y compris. Et il y a ce tableau. Alors pourquoi je vous parle de ce tableau? Parce que ça m'inspire. En ce moment, ça me travaille. Je me dis que mon cerveau fonctionne un petit peu comme un pili, c'est-à-dire que il y a des choses qui s'associent. Par exemple, je n'aime pas spécialement le cirque, c'est vraiment très loin de mes goûts, mais il se trouve que j'ai vu une très belle photo dans une exposition qui s'appelle Noir et Blanc à la Bibliothèque nationale de France, où on voit un cirque dans la neige. Bon, tout d'un coup, ce cirque, ça me parle. Et puis, je suis allé visiter une exposition sur le grand cinéaste italien Fellini, qui adorait le cirque, lui. Et il y a des associations vers le cirque, vers le music-hall, vers le spectacle des plus simples, des plus humbles. Et j'aime beaucoup ça. Et j'aime beaucoup aussi les bonimenteurs qu'on voit sur les marchés. Vous savez, ceux qui vous vendent le balai qui essuie dans les coins, l'essor salade magique, le chiffon qui nettoie tout, etc. J'aime beaucoup les bonimenteurs. Donc je ne sais pas exactement comment tout ça va s'associer, mais en fin de compte, l'idée qui me vient, c'est celle
d'écrire sur ce que suscite un monde qui disparaît. Et j'aime beaucoup, évidemment, mais là c'est encore plus douloureux pour moi, les vieilles salles de cinéma qui disparaissent ou qui n'existent plus. C'est-à-dire que si vous regardez même à l'échelle des banlieues, hein, il y avait à Saint-Denis, à Sevran, à Drancy, etc., il y avait des salles de cinéma qui étaient des salles de cinéma populaires et qui étaient des très très belles salles, mais elles ont été remplacées par des intermarchés, par des casinos, par des foires à tout, etc., parce qu'elles n'étaient plus rentables. Mais ça fait partie de mes rêveries, et ça fait aussi partie justement de ce que je disais de l'univers de Fellini. Donc, je ne sais pas exactement quelle forme ça va prendre, mais je sens que quelque chose se passe de ce côté-là. Puis aussi, vous voyez, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est la question de l'attente, le fait d'attendre. Alors, bon, j'ai un téléphone portable comme vous, mais vous voyez, je m'interdis maintenant quasiment, sauf si je suis très fatigué et que je ne peux rien faire d'autre, de regarder le téléphone dans le métro. Parce que j'ai envie de lire, bon, ou j'ai envie de regarder les gens, bon, ou éventuellement écouter de la musique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le moment où on attend, parfois, c'est un moment précieux. Bon, évidemment, il y a un exemple très fort de l'attente. Si vous êtes amoureuse ou amoureux, ben déjà ça, c'est un moment. Et ça, c'est quelque chose d'irremplaçable. C'est-à-dire, vous êtes amoureuse ou amoureux de quelqu'un, certes, vous pouvez lui envoyer 50 textos, etc. Bon, aujourd'hui, c'est comme ça, mais je suis né en 54, donc quand j'étais amoureux, quand j'avais 17 ans ou 15 ans, j'attendais devant un téléphone ou j'attendais devant la fenêtre, etc. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ça. Et dans un film de Fellini, qui s'appelle Amarcord, il y a une scène extraordinaire que je montrais à mes élèves. J'avais des troisièmes. Cette scène, c'est toute une ville, c'est la ville de Rimini en Italie, sur la côte adriatique. Tout le monde attend le passage d'un bateau fabuleux, un paquebot qui s'appelle le Rex, qui a été construit par le régime de Mussolini, et tout le monde l'attend. Et tout le monde va vers le port, et puis après on s'embarque, et puis après on veut voir le fameux bateau. Et ça dure, tout le monde est là, on attend, il y a un vieil aveugle qui joue de la musique, etc. Et tout d'un coup, on voit le bateau. C'est un petit peu comme le Titanic, si vous voulez, c'est un bateau immense, la fierté du régime. Et en fait, dans le film, vous ne voyez le bateau que 5 secondes. Mais toute la magie, c'est d'avoir attendu, c'est d'avoir parlé, etc. Et c'est une scène que je montrais à mes élèves pour leur montrer justement comment, dans un film, on peut construire une attente. Donc voilà un petit peu, vous voyez, je digresse. Oui. Alors pouvez-vous nous parler, peut-être nous lire un passage à propos de ces mains que l'on trouve dans votre récit, mains tendues pour apporter de l'aide, et dont vous avez fait une partie du titre, un main, fil, ciseaux. C'est parce que ça sera en relation avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur ce que mon père disait de cette Bavière. Le voyage a été pénible, la suite plus encore. Tatouage, corps et crâne rasé, tout le reste. Attendez, je me trompe. Non, excusez-moi. Bon, c'est pas grave. Je vous dirai pourquoi. Puis un hiver sibérien. Jusqu'à sa mort, et où qu'elle soit, même en plein été sur ce rivage de la Méditerranée que son mari et elle ont élu, elle garde le bonnet vissé sur ses cheveux noirs. Bon, là, c'est l'histoire d'une femme que j'ai connue qui, par amour, s'est trouvée déportée. Pourquoi ? Parce que elle avait échappé jusque-là aux persécutions, aux rafles, à Paris, et puis elle a appris que son fiancé avait été emmené dans un commissariat. Et elle n'a rien trouvé de mieux à faire que d'aller dans le commissariat. Et quand elle est arrivée, ils l'ont gardée, les policiers français, et de là, elle a été envoyée à Drancy puis à Auschwitz. Et cette femme-là, elle portait toujours un chapeau sur la tête. Et maintenant, j'en viens à ce que je voulais vous lire précisément. Est-ce le froid ou la mort qu'il faut craindre d'abord dans ce camp de Kaufering, satellite de Dachau ? On est bien au-dessous de zéro. Dans les allées, entre les baraquements enfouis sous terre, ils ont servi auparavant d'abri anti-aérien, les cadavres gèlent. Un préposé au ramassage tire une charrette, s'arrête, empile des corps.
Une silhouette passe, monte dans la charrette, se couche. Mon père raconte. Il l'a vu, l'a reconnu. C'est Abraham Engelstein. Ils sont arrivés par le même convoi. Leur nom figure sur la même liste d'entrants, à quelques lignes d'écart. Il s'approche de son compagnon, tous deux en haillons, et je me demanderai toujours comment on supportait ce climat polaire. La différence entre eux, c'est une calotte rayée en toile rêche. C'est mon père qui la porte. Il l'attend à Engelstein qui n'a plus envie de la prendre. Mon père l'allumait sur le crâne, tient le visage émacié de son compagnon entre ses mains. Il parvient à le faire descendre de ce tombereau funeste que son conducteur tire vers quelque fosse commune. Le calot d'Engelstein, ils ont dû en reparler tous les deux ayant survécu bien des années plus tard. Une institution avait réuni d'anciens déportés pour un rassemblement avec discours. Plus jamais ça, assaisonné de pathos et de médailles du souvenir, avec accolade à l'entrée et au dessert. Engelstein gardait sur le visage les stigmates de la tristesse. Il remerciait son vieux compagnon de Kaufering de l'avoir fait descendre de la charrette des morts. La bonne humeur de mon père, sa vivacité communicative, laissaient naître un sourire, un pauvre sourire. Mon père racontait ses balades sur la plage, l'atelier de confection dans la pièce remplie de lumière, son fils professeur, sa fille si pleine de vie, le petit-fils qui ne tenait pas en place. Engelstein a perdu le fil. Il ne pouvait pas entendre certains mots. Et malgré la chaleur qui règne dans le pays de leurs rêves de survivants, il a comme tremblé de froid. Avant d'arriver à Kaufering, il avait servi de cobaye dans le bloc des expérimentations d'Auschwitz. Sans enfant, il aurait à jamais froid. Merci beaucoup. C'est difficile de reprendre la parole après une lecture comme celle-là. Alors, vous avez parlé de Patrick Modiano tout à l'heure, et vous racontez très bien dans le livre, c'est une coïncidence, que votre mère a vécu avec sa mère au 41 boulevard Ornano, comme Dora Bruder, à qui Patrick Modiano a consacré un livre magnifique en 1997. Et vous expliquez que ce livre constitue entre votre mère et vous comme un talisman. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et tous les rapports Oui. avec Dora Bruder et la façon dont votre mère vous a un peu demandé d'écrire ce livre, enfin, Oui. attendu de vous que vous écriviez ce livre? Oui, je vais partir d'une toute petite anecdote qui figure dans le livre. C'est que ma mère avait dit à une de mes cousines, qui était avec elle, elle lui avait dit, s'il n'écrit pas ce livre, elle avait lu la première version, je le mets dehors. Ma mère ne m'a jamais mis dehors. Donc ça, c'est une petite anecdote. Et puis sur la porte, elle avait mis un magnet et en dessous, il y avait un petit texte écrit dont je ne me le rappelle pas en détail, mais il y avait aussi quelque chose. Tu dois écrire ce livre. Enfin, elle parlait de la suite d'un livre que Simone Signoret, grande comédienne, avait écrit qui s'appelait Adieu Volodia. Donc là, elle me demandait carrément de faire du pastiche ou du pastiche de Simone Signoret. C'est un peu excessif quand même. Ça m'aurait valu un procès. Donc j'ai préféré ne pas le faire. Voilà, alors l'histoire est la suivante. Patrick Modiano a publié en 1997 ce livre qui s'appelle Dora Bruder, dans lequel il enquête sur une jeune fille qui, pendant la guerre, vivait dans Paris, qui était dans un internat qui s'appelait le Sacré-Cœur, le Sacré-Cœur de Picpus, je crois, qui se trouvait dans le 12e arrondissement. Et cette Dora Bruder était une jeune fille qui avait beaucoup de caractère. On peut dire même qu'elle était rebelle. Elle était donc juive, issue d'une famille d'ouvriers. Son père travaillait à Sevran-Frainville à un moment. Vous savez, c'était les usines Westinghouse, pas loin d'ici, à Sevran. Et cette jeune fille, donc, son père l'avait mise dans cette institution en espérant la sauver. Pas seulement pour ça. Il l'avait mise là parce que comme elle était d'un fort caractère, il fallait qu'elle soit bien encadrée. Donc il était comme Madame Oudéa Castera, qui croit aussi que le collège Stanislas, le lycée Stanislas, c'est mieux que l'école publique. Donc il l'avait mise là. C'était pas les mêmes, pas tout à fait le même monde. J'arrête avec l'ironie.
Donc Dora Bruder, ce livre-là est sorti en 97. Et puis je l'ai offert à ma mère presque aussitôt. Et puis, comme je vous l'ai dit, ma mère est quelqu'un qui vous fait des surprises. Donc quelques années plus tard, peut-être en 2002, 2003, elle me dit « Mais moi aussi j'ai habité 41 boulevard Ornano ». Alors là, j'ai dit « Mais tu m'as jamais raconté ». Bah non, non. En fait, elle avait vécu au même endroit, au même moment, c'est-à-dire en gros, je crois entre avril, je peux me tromper sur les dates parce que là je suis flou, mais je sais quand elle a quitté. Elle a quitté le 16 juillet 1942, lorsque la grande rave du Veldiv a eu lieu. Donc ma mère et ma grand-mère sont parties de cet endroit-là. Dora Bruder était déjà à Drancy, voire à Auschwitz. Je ne sais pas si elle n'était pas déjà morte. Et ma mère a croisé la mère de Dora Bruder qui n'avait pas encore été prise dans les rafles. Ça a quand même été un grand choc pour moi. Et comme je rendais compte de pas mal de livres de Modiano, qu'il me connaissait, quelqu'un qui a le tutoiement facile, je lui ai raconté ça. Je lui ai écrit. Et puis, quelques années plus tard, il m'envoie sur un livre, je crois que c'était en 2014, je lui avais envoyé des documents concernant des enregistrements de ma mère, et lui, il m'envoie dédicacer le discours du Nobel, la publication du livre, et puis il me dit « Ta mère a vécu au 5e étage, la chambre avec balcon ». Je téléphone à ma mère, je lui dis « Où est-ce que tu habitais ?» 5e étage, là où il y avait le balcon. On n'est pas loin de la voyance. Et en fait, il y a tout un passage de Dora Bruder sur la voyance. Il ne parle pas de lui, il parle de Victor Hugo. Dans Les Misérables, à un moment, Victor Hugo, il se trouve que Jean Valjean se sauve avec Cosette et il va habiter, enfin il va se cacher dans un couvent à Picpus. Et c'est l'endroit dans lequel Dora Bruder a vécu aussi. Et faudrait que je relise ce passage, ça fait un moment que je ne l'ai pas relu. En fait, il explique que les grands écrivains sont des voyants, ce en quoi je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que je n'aime pas tout ce qui est de l'ordre de l'occultisme, du surnaturel, ça m'ennuie, parce que moi je suis très terre-à-terre, moi j'aime que ça soit très concret. Mais je trouve que cette idée-là est profondément fondée, et c'est le cas chez Balzac, c'est un voyant, il y a des moments où il comprend le monde autrement que nous ne le comprenons. Et c'est vrai chez quantité de grands écrivains. Donc chez Hugo, bien sûr. Et chez Modiano aussi, pour partie. C'est-à-dire il y a cette vision, même sa vision de Paris, elle a quelque chose de surnaturel. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais savoir si vous avez eu le sentiment de poser un acte politique au-delà de toutes les résonances et nécessités intimes, en publiant ce livre. Vous parlez quelque part de l'usure et de l'inutilité de slogans comme « plus jamais ça ». Écrire ce livre en patchwork, tout en notation pudique, émouvante et cruelle, serait-ce une façon de rendre ce slogan à nouveau vivace? Hélas, non. Enfin, c'est-à-dire, alors je vais m'expliquer. Sur la dimension politique, oui, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que je pense que la politique, c'est pas simplement des gens qui parlent à la télévision et qui disent des phrases toutes faites et qui utilisent la langue de bois. Je vais vous donner un exemple très concret qui m'a touché. Moi, je ne regarde, comme je vous l'ai dit, je ne regarde pas la télévision, ou très peu. Je dois avouer qu'hier soir, j'ai regardé un documentaire sur Arte consacré à Kim Kardashian, parce que je voulais comprendre le mystère Kim Kardashian. C'était très intéressant parce qu'elle n'est pas si idiote que je le pensais au début. Pas idiote. Et elle se bat comme une lionne pour aider les détenus en prison pour améliorer leurs conditions d'existence. Si elle l'a lu, elle sait que c'est aussi le combat de Victor Hugo. Donc c'est pas anodin. Mais bon, trêve de plaisanterie, même si c'en est pas une. Je ne regarde qu'une émission qui passe le dimanche sur la 5 qui s'appelle En Société. Et dans cette émission-là, il y avait un petit reportage sur les déserts médicaux. Et on expliquait par exemple que dans l'île de Sein, au large de la Bretagne, il n'y avait plus de médecins. Il y avait 200 personnes, 0 médecin. Il y a un homme qui s'est installé là, il a 67 ans.
Et il avait abandonné ses études de médecine, il les a reprises et il est devenu médecin dans l'île de Sein. Mais là où j'ai failli m'étrangler de rage, c'est qu'après, on voyait une femme, oncologue, spécialiste du cancer, radiothérapeute, qui peut-être, à l'heure où on se parle, a été mise dehors. Pourquoi a-t-elle été mise dehors? Parce qu'elle est marocaine. Et que donc, elle n'a pas les papiers pour rester en France. Elle est oncologue, elle travaille, elle gagne 1 500 € par mois quand un oncologue radiothérapeute en gagne le triple, mais elle travaille, elle aime son métier, elle vit dans les Hauts-de-France, dans une région Rassemblement National à 80... bon, je préfère pas parler de pourcentage, mais enfin, une région Rassemblement National. Et cette femme-là, qui parlait avec un amour fou de son métier, de ses patients, de son travail, risque d'être renvoyée. Je vous dis, j'étais en rage. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, mais c'est pas possible. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je pense que la politique, c'est avant tout ce que vous pouvez faire, ce qu'on peut faire à son échelle. Il y a un chapitre, je disais à Anne, que je ne peux pas vous lire, mais qui est peut-être mon chapitre préféré, mais je ne peux pas vous le lire parce que l'émotion est encore là. Il se trouve qu'avant que je ne naisse, ma mère a perdu 2 enfants. Et bon, je vais le lire. On verra bien. Voilà. Je vous le situe. Non, parce qu'il est important. Quand, voilà, la personne dont je parle, il me rendait visite, ce sont mes parents. Quand j'habitais dans le 15e arrondissement, seul, il me rendait visite, s'installait quelques jours. Il prenait l'avion, arrivait à Paris, résidait chez la sœur de mon père ou chez moi, rue Blomet. Un jour, ma mère n'a plus eu envie de voyager. Il est venu sans elle. Nous avons dû emprunter la rue de Sèvres, passer devant l'hôpital des enfants malades. Il n'a rien dit, rien laissé penser. Un premier fils est né, celui dont elle était enceinte sur le bateau. Il n'a pas tardé à tomber malade. C'était un bébé de constitution faible. Elle l'allaitait peut-être, je n'en suis pas sûr. En matière de puériculture et de nutrition, les vents de la théorie ont fréquemment tourné. Ils habitaient un appartement minuscule, rue Elzévir, tout en haut d'un immeuble comme on en voit dans les films de Duvivier. Murs lézardés, éclairage médiocre, odeur confite. La chambre était infestée de punaises. Des décennies plus tard, ma mère s'en plaignait encore. Quel lien avec la maladie du petit? On veut comprendre. On n'a jamais compris. Il a fallu l'hospitaliser. C'était l'été 1950. Elle prenait le métro à Saint-Paul ou République, changeait pour Duroc. L'enfant dormait dans un petit lit du service pédiatrie. Elle voulait le voir, lui parler, le toucher. Une vitre les séparait et souvent un groupe d'hommes vêtus de blouses blanches, équipés de stéthoscopes. La plupart étaient jeunes. Ils suivaient le plus âgé d'entre eux, l'écoutaient religieusement. Lui savait tout. Il aurait pu lui dire de quoi souffrait son enfant, comment on le soignerait, quand il serait guéri. Il savait tout cela. Quand ce chef médecin est sorti de la salle au berceau, suivi de sa cohorte, elle a voulu s'approcher. Ses sandales claquaient sur le dallage du couloir. Les hommes en blouse entouraient leur patron comme des disciples. Ils se sont éloignés. Lorsque l'enfant est mort, le patron n'a pas parlé. Il ne parlait pas avec une jeune femme, même jolie. Un sous-fifre a jeté quelques mots dans un couloir quelconque avec condoléances, prolapsus rectal. C'est tout ce qui est resté de Jean Alain à mes parents, mort d'un prolapsus rectal. Ma mère ne pouvait pas se mettre en colère. Elle pouvait gémir, pleurer, souffrir rue Elzévir. Elle ne pouvait pas affronter ces hommes qui apprenaient leur métier, lequel consiste à poser des diagnostics. Elle n'avait pas les mots pour interroger le grand prêtre qui ne délivrait pas d'oracle. Elle ne se sentait pas le droit de questionner un homme de sa stature. Bien après que ma mère m'a raconté ses jours d'attente à l'hôpital des enfants malades, j'ai lu Maîtres et serviteurs de Pierre Michon. J'ai retenu une scène. C'est un détail, mais tout est dans le détail qui soudain éclaire. Ici, sur la colère, la rage, l'impuissance face à ceux qui savent, peuvent ou possèdent, face à ceux qui décident. Je raconte cette scène de mémoire telle qu'elle est restée en moi.
Lorenzo est un disciple possible de Piero della Francesca. Il a quitté sa région d'origine pour se rendre à Sienne avec ses pauvres moyens. Et pauvre, démuni, il l'est à tous égards. Celui qui devait l'employer ne l'a pas attendu, lui préférant un autre. Lorenzo se sent humilié. Il doit repartir. Sa femme, qui l'a accompagné, soutenu, encouragé, devine son désespoir. Elle avait acheté, avant de se mettre en route, une grappe de raisin à un paysan. Les grains s'abîment à cause de la chaleur, mais il en reste quelques-uns qu'elle lui donne. La détresse et la colère de Lorenzo sont si grandes qu'il jette la grappe au sol, prêt à la piétiner. Je cite Michon en substance, mais que ces pages sont belles, écrivant que dans cette grappe dégoulinante, jetée à terre, était réuni tout ce qu'il éprouvait. 2 ans plus tard, en 1952, ma mère met au monde une petite fille prénommée Rachel. Elle a vécu 13 mois. Diagnostic, encéphalite. Il me paraît facile de définir l'humanité. C'est l'histoire d'un ingénieur allemand dans une maison en Silésie qui fait venir un travailleur forcé détenu dans un camp, à sa table, pour partager avec lui son repas. C'est une fermière solognote qui accueille sous son toit une enfant en danger, sans rien attendre, ni argent, ni signe de croix, ni bénédiction. Le maître étalon de l'inhumanité ne cesse de se renouveler. J'en prends un, pas tout à fait par hasard. Primo Levi passe un examen de chimie à Buna Monowitz. Il y a là un expert, Herr Dr. Panwitz. Il supervise. Alex est son assistant. Primo Levi et Alex sortent du laboratoire après l'examen. Ils marchent parmi les échafaudages et les câbles. Alex s'agrippe à un treuil couvert de graisse. C'est désagréable. Il essuie sa main sur la chemise de Primo qui avance devant lui. L'écrivain explique que, pris comme chiffon, il cesse d'être un humain. Mais d'Alex ou de Primo Levi, qui cesse à jamais d'être un homme? Merci beaucoup pour cette très belle lecture. J'ai une dernière question, j'en avais plus, mais j'aimerais laisser un peu la parole aux étudiants ensuite. Quel lien faites-vous entre vos activités passées d'enseignant, de critique littéraire et d'écrivain? Et quels sont les récits d'enfance et les récits de filiation qui ont compté pour vous? Et enfin, une dernière question, pourquoi cesser vos activités en attendant Nado? Voilà. Bon, je vais commencer par la fin. Alors, il se trouve que pendant plus de 30 ans, j'ai beaucoup écrit pour En attendant Nado. C'est-à-dire, j'ai lu énormément de romans ou de prose contemporaine, française pour l'essentiel. Énormément. Et puis tout d'un coup, j'ai éprouvé une forme de lassitude, parce que lire autant de livres, j'adore ça, c'est pas le problème, mais lire avec un crayon et préparer des fiches et ensuite écrire des articles, c'est des heures et des heures et des heures que je ne consacrais qu'à ça. Alors, ça ne me gênait pas, ça me plaisait, mais à un moment, je me suis dit, mais j'ai pas lu Dickens. J'en ai lu, j'ai lu Oliver Twist au moins, mais là j'ai l'intention de lire L'Ami commun, il y a 1200 pages, donc il faut bien du temps pour ça. Ou alors il faudrait que je parte faire des longs voyages en train. J'ai envie de lire des classiques, j'ai envie de lire des contemporains du monde entier. Là je suis très occupé avec Italo Calvino, parce que je prépare quelque chose sur lui. J'ai envie de lire Aragon, en l'occurrence précisément La Semaine Sainte, etc., etc. Donc il a fallu que je me libère un peu de temps. Je continue d'écrire pour l'École des Lettres parce que c'est une vieille fidélité, c'est une revue dans laquelle j'écris depuis 1984, et donc ça j'y tiens, ça ne changera pas. Ça me prend du temps, mais c'est bien. Et puis je travaille pour une radio associative à Chartres, je fais des petits articles, des petites chroniques, une par mois, et j'aime beaucoup parce que je vais à Chartres, je retrouve un ami, Cédric, qui m'a invité à travailler dans cette station de radio, et ça me va. Alors, parmi les récits d'enfance qui m'ont marqué, c'est une question difficile parce qu'il y en a beaucoup, c'est parfois lié à mon métier de professeur de collège. J'ai presque envie de dire quels sont les livres que je ne peux pas lire. Alors je n'aime pas du tout Le Petit Prince. Pour moi, Le Petit Prince est un cauchemar.
Je n'aime pas, je ne comprends toujours rien au Grand Maulne, mais vraiment, je suis absolument hermétique à ce livre. Je ne comprends pas. Je me souviens qu'une année, en 5e, j'avais enseigné Poil de carotte, et c'est un livre qui m'a complètement emballé, parce que dedans, le personnage de la mère est effrayant, de dureté. Et c'est un livre très très fort. C'est pas un livre pour les enfants, Poil de carotte. Je pense que si vous le lisez même maintenant, à vos âges, ça va vous rappeler des choses qui sont pas forcément très très agréables. Et puis bon, c'est une époque, hein, mais il y a déjà des formes de brutalité et de violence qui sont assez dures. J'avais enseigné aussi, j'avais fait un truc extraordinaire. Pas moi, mes élèves avaient fait en 5e un boulot extraordinaire sur 100 familles, avec une jeune fille, je me souviens, une élève qui avait fabriqué une carte de la France du trajet de Rémi, etc., les animaux. Et j'oublie le nom du... Hector Malot. Oui, pas Hector Malot, mais vous savez, le vieil homme qu'il est. Voilà, Vitali. Et c'est un très très beau roman. C'est-à-dire que je ne l'ai pas relu depuis, ça remonte à 20 ans maintenant, mais ces élèves-là sont dans le... Enfin, exercent des métiers et ont des enfants, je suis sûr. Donc j'aime bien. J'aime beaucoup au cinéma Les 400 coups. C'est un film pour moi très très important. L'argent de poche, c'est un film très important. Un film russe aussi qui s'appelle Faute d'amour. Tout à l'heure, je vous parlais du téléphone portable. C'est l'histoire d'un couple qui se déchire. Ils sont à 2 doigts de... Ils vont se séparer. Chacun est déjà en train de refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Et la première séquence, on les voit chacun dans une pièce, leur enfant au milieu, derrière une porte, en train de pleurer. Parce que, excusez ma grossièreté, mais ils n'en ont rien à foutre de lui. Mais vraiment rien à foutre. Donc ils pleurent. Et eux, ils sont accrochés à leur téléphone. Et puis, je ne vous raconte pas la suite. C'est un film... bon. Donc, le cinéma, évidemment, pour moi, il est moteur. Il est moteur. C'est-à-dire qu'avec les grands films, c'est toute une partie de votre vie, quoi. C'est de la mienne, en l'occurrence, mais aussi, ça peut être de votre vie. Donc, il y a pas mal de récits. Alors, maintenant, les activités, comment ça s'enchaîne? Si vous voulez, là, je suis au paradis. Je mens pas, hein. C'est-à-dire échanger avec des lycéens, des collégiens ou des étudiants autour de ce livre, c'est le paradis. Parce que, d'abord, je suis ouvert à toutes les questions, et en plus, j'ai eu la chance de le faire avec des collégiens à Reims, mais je considère que pouvoir, là, je ne le fais pas, mais il y avait des petits éléments d'écriture que j'aurais pu vous expliquer. J'aime beaucoup les ellipses, les silences. Je vais vous donner un exemple. Dans une première version du premier texte que je vous ai lu, à propos de cet homme qui s'appelait Engelstein et qui était si triste, je pense que vous avez compris qu'il avait subi à Auschwitz des expérimentations, puisque les médecins nazis ont fait des expérimentations sur les déportés, et lui, il en avait subi sur la castration. Il avait été castré. Et dans une première version, je l'avais écrit. Et Nicolas m'avait dit « fais l'ellipse ». Et il avait raison. C'était pas la peine de l'écrire. Il suffisait que je dise « il n'aurait plus jamais d'enfant ». Et on comprenait. Ou « il aurait froid à jamais ». Et c'est vrai que pour certaines personnes, aujourd'hui c'est différent parce que c'est beaucoup plus compliqué, mais le fait de ne pas avoir d'enfant, c'est avoir froid à jamais. Parce que, voilà, vous savez que... Je dis ça parce que c'est un sujet qui revient d'actualité. On se rend compte que maintenant, il y a des situations d'infertilité liées aux perturbateurs endocriniens, etc. Bon, bref, c'est quelque chose qui me touche. Et vous voyez, tout à l'heure, je parlais de cette question politique. Bon, moi, j'ai eu la chance d'enseigner dans un bon collège à Clamart. C'était très facile. J'y ai passé 30 ans, j'ai été très heureux comme professeur parce que j'étais heureux de transmettre et voilà, je ne suis pas du tout engagé politiquement, je ne vais pas dans les manifestations, j'irais volontiers pour cette femme médecin, si on me disait qu'il y a une manif pour elle, j'irais dans la rue, et pour les 3000 médecins étrangers qui risquent de se faire virer alors qu'ils tiennent à bout de bras nos hôpitaux et nos cabinets médicaux.
Donc ça, oui, je pourrais le faire. Mais sinon, non, je ne bouge pas. Parce que je considère que c'est dans les interstices, c'est dans le détail, vous voyez. Quand je vous donne un dernier exemple et j'arrête. Quand j'entends hier le rapport sur les rapports hommes-femmes et sur le fait, sur le sexisme, et que j'apprends que des jeunes, des hommes de 15 à 24 ans sont de plus en plus sexistes et considèrent les femmes comme des inférieures, je suis abattu. J'ai 3 fils. Ils ne sont pas du tout comme ça, au contraire. Mais je suis abattu, parce que je me dis qu'on régresse, on revient à des trucs de folie. C'est-à-dire des moments où on peut considérer qu'une femme n'est pas capable de ci, de ça, qu'elle est bonne pour rester à la maison, faire des enfants et s'occuper de la popote. Je n'ai pas été éduqué comme ça. Donc vous voyez, c'est ça, entre guillemets, mon sens politique. Et quand j'étais professeur, c'était la même chose. C'est-à-dire les valeurs que j'essayais de faire passer à mes élèves, c'était celles-là. Donc voilà à peu près le lien. Et puis, évidemment, je ne peux pas dire autrement, la grammaire, c'est vraiment essentiel. Maîtriser la grammaire, c'est fondamental parce que c'est votre outil numéro 1. C'est votre outil pour argumenter, pour vous défendre, pour vous battre, pour rédiger un curriculum vitae comme une pétition, etc. Et ça, il faut absolument le maîtriser. Donc ça, j'y tiens. Merci beaucoup. Je vais vous donner la parole maintenant. On a eu un entretien extrêmement riche. Je remercie beaucoup Norbert Czarny de sa générosité pour ses lectures et pour toutes les réponses très précises qu'il a données aux questions en élargissant toujours le propos. J'espère que vous avez des questions à lui poser. Ne soyez pas timide parce qu'il est là, il est vraiment très heureux d'être là et de pouvoir vous répondre. Donc n'hésitez pas à lui poser des questions, même des objections sur si vous n'êtes pas d'accord avec sa façon de procéder pour le récit ou son goût pour l'ellipse, etc. N'hésitez pas à venir vers lui maintenant pour poser vos questions. Vous avez, vous, un cours sur le récit d'enfance, donc vous voyez bien comment ça se pose, ces questions de la mémoire, etc. Donc n'hésitez pas. S'il y a quelqu'un qui n'aime pas Le Petit Prince, il a le droit de le dire. Qui aime, pardon, excusez-moi, le lapsus. Qui aime Le Petit Prince, ça peut être une grosse objection, là. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Du coup, de ce que j'ai compris, vous aviez écrit donc une première version de cette histoire qui n'a malheureusement pas été éditée. Et du coup, vous avez repris cette histoire dans une deuxième version qui, après beaucoup de refus, a été éditée. Et étant assez intéressée par l'écriture et vouloir un jour écrire mon propre livre, je voulais vous demander, entre le moment où vous avez commencé l'écriture et le moment où vous avez enfin été édité, combien de temps à peu près s'est-il écoulé ? Oui, très bonne question. Alors, je ne l'ai pas envoyé, la première version, je ne l'ai pas envoyé à beaucoup d'éditeurs. Je l'ai envoyé, je crois, à 4-5 éditeurs maximum. Et puis, j'essaye de me rappeler, je pense que ça remonte à... J'ai dû commencer en 2017 à écrire. La première version, je l'ai écrite en 2017. J'ai commencé, je crois. Je me suis trouvé à la retraite en 2019. J'ai arrêté d'enseigner... j'ai pas arrêté d'enseigner parce que je continue de donner un cours à Nanterre, mais un petit cours. Et puis, bon... mais je me suis trouvé à la retraite à ce moment-là. Et en 2019, donc j'avais beaucoup plus le temps d'écrire. Mais moi, j'écris sur des périodes assez resserrées. Je ne suis pas capable d'écrire tous les jours longtemps. Donc j'écris 1h30, 2 heures par jour sur une période assez mesurée. Et puis, comme je vous le disais, je ne prends pas beaucoup de notes. J'ai des mots qui me viennent. Je cherche mon cahier parce que j'ai pris un cahier. Donc, il y a des mots qui, tout d'un coup, peuvent être des petits moteurs. Il n'y a pas de règle, vous savez. C'est-à-dire que vous pouvez écrire en un rien de temps quelque chose qui sera immédiatement édité. Et puis, vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois. J'ai envie de prendre l'exemple. Alors là, je ne choisis pas au hasard. Malcolm Lowry, l'auteur de Au-dessous du volcan, je crois qu'il a fait 7 ou 8 versions de son manuscrit et il en a perdu beaucoup, comme il buvait beaucoup. Il avait un gros problème avec l'alcoolisme. Je pense qu'il y a eu des moments où c'était lié aussi à ça, c'est-à-dire qu'il ne savait plus où il en était. Je crois qu'il y en a un qui a brûlé dans sa maison, sa cabane qu'il habitait du côté de Vancouver, etc., etc. Je veux dire par là que là, on est dans une autre histoire. Et j'ai entendu ou j'ai lu des propos d'écrivains ou j'ai interrogé des écrivains qui font plusieurs manuscrits.
L'écrivain portugais António Lobo Antunes, par exemple, il en écrit énormément des manuscrits. Avant, enfin, il y a plusieurs versions. Et donc, tout ça, c'est très, très variable. Il n'y a pas de règle. C'est un long apprentissage, mais il y a un moment où, vous savez, vous trouvez la note juste. Quand j'ai commencé ça, j'ai tout de suite j'ai écrit à ma sœur, j'ai envoyé des chapitres, et je lui ai dit, là, c'est bon. J'avais vraiment le sentiment que c'était la bonne note. C'était la note juste, vous savez, comme dans la musique, quoi. Ça va, c'est le bon son. Et d'autres fois, non, c'est pas le bon son. Donc moi, je me force pas. Je ne me force pas parce que j'ai pas mal d'activités. Quand je dis j'ai pas mal d'activités, enfin, je m'intéresse à pas mal de choses. Donc, si ça ne vient pas, je ne force pas. Je laisse les associations venir. Vous voyez, en ce moment, je crois que je suis dans un moment où je peux accumuler comme ça des petites pensées. Il y a eu cette photo sur le cirque. Là, je vais voir l'exposition de Beaubourg. Corps à corps, je pense qu'il y aura d'autres images, d'autres photos qui vont me parler. Je vais écouter un podcast, je vais entendre un truc qui me plaît, qui m'intéresse, et donc c'est comme ça. Donc ça prend du temps et il faut l'accepter comme tel. Et puis ça dépend du type de livre qu'on écrit, du type de roman. Vous voyez, moi je suis pas capable d'écrire un roman au sens d'une fiction complète. Et puis même sur la question du genre romanesque, j'ai parfois des doutes. C'est-à-dire que je pense qu'on peut hybrider, on peut mettre aussi une part de réflexion, on peut mettre aussi de la poésie. Enfin, il y a les livres aujourd'hui, les romans sont multiformes. Ce ne sont plus des romans avec une trame très simple comme du temps de Maupassant. Précisons, j'adore Maupassant. Mais vous voyez, c'est un peu ça. Donc ça peut prendre des années. Merci beaucoup. Je vous en prie. On peut le remercier en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.